Ok, salut à tous et bon retour sur nos plateformes. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir de pouvoir vous dire que le logiciel Resume C++ est désormais disponible sur nos plateformes. Il est téléchargeable depuis notre site web et nous avons par la même occasion créé une page euh, sur Facebook où nous allons de temps en temps poster des mises à jour, des notifications, bien des annonces vis-à-vis du logiciel et d'autres logiciels aussi que nous avons en projet de développement, des projets qui sont en cours. Et voilà, sans totaler, je vais déjà vous montrer la page. La voici. Elle vient juste d'être créée, donc voilà. C'est été créé justement pour pouvoir partager des informations de façon mieux recadrée. Donc ici, on peut par exemple directement avoir accès au site web où il est possible de télécharger le logiciel. Et pour le faire, euh, voilà, vous pouvez nous contacter ou alors vous pouvez souscrire à notre... comment on dit? Vous pouvez souscrire à nos événements d'une certaine manière, c'est-à-dire souscrire de sorte que s'il y a des mises à jour, des updates ou alors des nouvelles solutions, de nouveaux logiciels, vous serez notifié par email en entrant votre email ici. Et pour télécharger le logiciel, vous allez cliquer sur le logiciel. Actuellement, c'est le seul que nous laissons en téléchargement sur la page parce que les autres sont encore en développement. Donc pour télécharger le logiciel, vous allez cliquer sur le bouton télécharger et il va vous rediriger vers un lien de téléchargement. Vous allez télécharger le fichier exe que vous allez, c'est le setup en fait, que vous allez, on va aller télécharger le fichier exécutable que vous allez dérouler dans la machine pour installer le logiciel. Euh, il est déjà installé dans la machine, mais je pense que je vais juste exécuter pour vous montrer comment est-ce que ça va procéder. Donc, je vais sans trop tarder lancer le setup. Exécuter quand même. Il faut me faire confiance, c'est moi le développeur. Ok. Donc ici, le processus d'installation, il est simple. C'est comme tout logiciel que vous avez déjà eu installé. Vous allez arriver à un endroit où vous devez choisir le dossier où vous voulez installer l'application. Ensuite, ouais, ici, c'est déjà coché, donc vous n'avez rien à faire là. Euh, il est très léger l'application, elle est très légère l'application, donc vous n'avez pas vraiment à vous soucier de la taille que ça va occuper. Par contre, lorsque vous exécutez, il peut arriver, parce que si vous avez une grande base de données, vous allez devoir créer des fichiers pour les sauvegardes. Donc, il peut arriver que pendant que vous exécutez, si vous avez une grande base de données, le logiciel euh, peut demander une base, un espace considérable aussi dans la machine. Donc, il faut penser à ça. Mais en lui-même, il ne baisse pas. Voilà. Donc, vous avez besoin d'accepter le contrat de licence. Il faut le lire. En gros, voilà, vous allez le lire. Et par la suite, le raccourci pour ajouter au menu démarrer. Et après pour l'installation, vous cliquez sur installer et vous allez installer l'application. Donc je l'ai déjà fait, si je le fais encore là maintenant, ça va être tout le travail pour rien, ça ne sert à rien. Oui, je vais quitter. L'application c'est ici. Et pour cette version qui est en ligne, nous avons essayé euh, nous avons fait en sorte que les tâches ou bien les fonctions qui sont disponibles sont les fonctions qui ont été décrites dans l'article qui va avec le logiciel. Alors l'article, si vous pouvez l'avoir en ligne, je suis ce lien-ci. Il va me rediriger directement vers l'article qui a été publié. L'article est bien parce que le logiciel à la base, il est pour le domaine de la recherche en géophysique en général et en géoélectricité en particulier. Donc, euh, pour ceux qui sont côté recherche, c'est très bon parce que voilà, ils ont l'information dont ils ont besoin, peut-être, pourquoi pas, pour essayer de
proposer quelque chose pour proposer peut-être une meilleure solution que ce que ce logiciel propose. Ou alors pour proposer des mises à jour, ou alors proposer quelque chose qui va dans le sens du logiciel et faire appel à la collaboration. Nous sommes ouverts à cela aussi. Voilà. Donc, les fonctions qui sont ici actuellement sont les fonctions qui ont été décrites dans l'article, de sorte que ce ne soit pas confus pour celui qui va lire l'article et qui va vouloir utiliser l'application. Mais nous avons quand même tenu à ce qu'il y ait un petit bonus, quelque chose qui est je veux dire, quelque chose que j'aurais souhaité avoir si par exemple j'étais en train de travailler sur, j'étais en train de traiter mes données de terrain et j'ai envie de produire un rapport. Nous avons ajouté quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Sans trop tarder, voilà, je vais partir directement importer les données. Et ici, c'est juste pour vous montrer comment vous allez devoir l'utiliser parfois. Donc, je vais importer les données qui ont été mesurées sur le terrain. Ici, je dois définir les champs. Pour ceux qui ont déjà eu à voir les démonstrations dans le passé, je pense que cette étape, elle est familière. Donc, je vais définir les champs ici et ensuite trop SP, IAB. Alors, IAB, c'est le courant. VMN, c'est le potentiel. Alors, quand je suis prêt, je clique sur le bouton. Voilà, en principe, je suis censé avoir ça. Donc, à ce niveau, il y a autre chose. Si mon profil, euh, si j'ai les données de la topographie sur mon profil, je peux ajouter ces données-là. Et en général, lorsqu'on fait le terrain, on mesure aussi la coordonnée topographique. Donc, si j'ai la coordonnée en question, je peux l'ajouter ici. Voilà. Donc, je vais choisir la coordonnée du profil en question qui est L1. Et si je clique ici, je peux avoir une idée de comment est-ce que euh, le niveau d'élévation change au long de, tout au long de mon profil. C'est bien parce que après maintenant, si je finis de traiter ma donnée, je peux inclure l'effet de la topographie pour avoir une meilleure appréciation de la profondeur à laquelle se trouvent les différentes structures qui m'intéressent. Donc c'est un peu ça l'idée. Par la suite, nous avons ici la possibilité de tracer ou bien d'avoir d'une certaine manière les distributions de résistivité dans le profil ou bien dans la donnée que nous avons à manipuler. Donc ici il est possible d'exporter cette image. C'est ça, quand je parlais de celui qui est en train de travailler et qui va peut-être devoir rédiger un rapport, on a souvent besoin de ça, la possibilité d'extraire l'image avec une bonne qualité. Dans le bouton export ici va vous permettre d'extraire l'image avec une bonne qualité. Ok, vous allez pouvoir le faire. Et souvenez-vous que quand on veut utiliser Resume++, on a besoin de l'objet histogramme parce qu'à la fin, lorsque je lance l'inversion, j'ai besoin de l'objet histogramme là pour faire la comparaison entre l'histogramme de la donnée mesurée et l'histogramme de la donnée calculée. Alors, je vais sauvegarder ça. Ah, j'avais déjà ça ici. Ok, c'est pas grave, je vais modifier ce que j'avais déjà. Ça va pas changer grand-chose, mais bon. Ouais, je vais modifier ça. Donc, j'ai déjà l'histogramme, ça c'est une chose. La deuxième chose, si vous vous rappelez bien, il nous faut définir, il nous faut configurer euh, le, l'approche selon laquelle le logiciel doit utiliser la donnée conditionnante. Ici, il est totalement question de définir une taille du voisinage glissant. Parce qu'on ne peut pas dire, bon, on peut normalement travailler avec toute la donnée, mais la notion de voisinage glissant est utilisée pour faciliter un peu la vie au programme et tout en, tout en conservant une certaine logique. Donc, la configuration elle est ici. Je vais choisir l'objet cercle parce que c'est celui qui est disponible actuellement dans le logiciel. Je dois définir le nombre minimum de points et le nombre maximum de points dans le cercle de recherche. Donc, je prends minimum 10 points, maximum, disons,
40 c'est fou, mais bon, disons 40 points. Et je définis le rayon de recherche. Ici, je peux mettre 30. 30 aussi, c'est fou. Mais encore, voilà, c'est juste pour démonstration, n'est-ce pas? Et je clique sur OK. Donc, une fois que c'est fait, je vais devoir sauvegarder cette configuration-là avec un nom parce qu'après, je vais utiliser ça pour le calcul. Là, c'est sauvegardé. Une autre chose que je devrais faire, c'est avoir le modèle de variabilité des résistivités. Parce que je dois avoir ça avant de pouvoir créer le fichier de sauvegarde des options, c'est-à-dire comment est-ce que la simulation va utiliser ce modèle de variabilité. Donc je clique sur ce bouton pour calculer le variogramme, mais ici on travaille en mode omnidirectionnel, on ne choisit pas une direction, alors on ne fait pas une étude d'anisotropie, ce qui, dans des cas très complexes, ne sera pas recommandé, mais voilà, ceci c'est la version 1.0. Et puis pour les cas d'études que nous avons eu à adresser, l'anisotropie n'était pas vraiment nécessaire à un certain niveau. On pouvait s'en passer. Dans les essais, bien sûr. Après avoir essayé, après avoir testé, avant de développer le logiciel, on s'est rendu compte que pour ces cas d'études en particulier, on pouvait s'en passer. Donc c'est pourquoi dans la première version du logiciel, qui est à l'image de l'étude qui a été menée lors des travaux de master, on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment voulu ajouter cette option-ci. L'anisotropie est intéressante lorsqu'il y a une question sur l'orientation, par exemple, majeure de certaines structures. Et sur la pseudo-section, bien évidemment, c'est intéressant parce que parfois, vous avez votre pseudo-section qui va recouper une structure importante, mais à l'échelle de la pseudo-section qui recoupe cette structure-là, à l'échelle de l'extension latérale ou bien l'extension en tridimension de la structure, on peut se permettre de travailler en mode omnidirectionnel. Là où ça devient très important, c'est lorsqu'on fait une modélisation 3D. C'est pourquoi c'est dans le module de modélisation 3D que l'anisotropie est très importante. Et c'est dans ce module-là qu'on a introduit la notion de correction anisotropique. Si vous avez euh, des notions de géostatistique, vous savez qu'il y a des différents types d'anisotropie. Il y a le cas où on va observer, par exemple, le même modèle, mais avec des portées différentes. Il y a le cas où, et portées, ça peut arriver que les portées sont différentes et le palier reste le même, à dire, a priori. Ça peut arriver aussi que le palier le palier et la portée va changer en fonction des directions. Tout comme ça peut arriver que la portée ne change pas en fonction des directions, mais c'est le palier qui change. Donc, chaque situation implique une correction différente. Voilà. Donc, c'est dans le module 3D que cela est beaucoup plus développé. Donc, pour la démonstration que je suis en train de faire en ce moment, je vais utiliser le modèle omnidirectionnel. Donc, je définis ensuite une tolérance métrique et quand je suis prêt, je clique sur le bouton OK. À ce niveau, je suis dans la boîte d'outils où je peux choisir les algorithmes génétiques pour faire ma modélisation automatique. Je suis tellement fier de cet outil parce que c'est vieux. J'avais développé ceci en quoi, 2018 et puis on l'a rajouté dans le logiciel à la fin. Donc, à chaque fois que je lis ça, j'ai la nostalgie de la soirée où j'ai finalement réussi à le faire. Et ensuite, je clique sur le bouton OK et bien sûr, il faut toujours revenir avec la main de l'humain pour savoir que voilà, le résultat que tu as obtenu n'est pas nécessairement ça, c'est les algorithmes génétiques, parce que c'est le propre des algorithmes génétiques. Le résultat que tu as obtenu n'est pas nécessairement le résultat que tu recherchais, donc tu peux toujours le modifier à la main. Et après, tu cliques sur le bouton de validation. Là, tu as le modèle de variogramme et on est prêt pour la suite.
La suite implique définir un fichier de configuration qui est, est-ce que c'est une série de questions qu'à travers le logiciel on pose à l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur veut utiliser un modèle 1D? Non. Dans ce cas, on ne veut pas. Encore, rappelez-vous, je suis en train de faire en sorte que la démonstration qui, la démonstration de cette vidéo soit consistante avec le, euh, les fonctionnalités qui sont euh, présentes dans l'article qui a été publié, qui porte ce développement de résumé C++. La résolution, ça par contre, on va entrer, c'est-à-dire la résolution sur l'axe des X, la résolution sur l'axe des Y, ça te permet de définir la grille. Ceux qui utilisent ResiPy, vous savez, quand on utilise ResiPy, il arrive à un moment donné qu'on a aussi besoin de définir ça. On a besoin de définir une grille de simulation. La prochaine question, c'est est-ce qu'on veut changer le varogramme au fur et à mesure qu'on simule? Pas nécessairement parce que ici, on peut supposer qu'on a une très bonne couverture de l'échantillonnage avec les points qui sont, euh, entre guillemets, pas très espacés dans le domaine qui a été échantillonné. C'est une limite à un certain niveau, mais bon, pour ces démonstrations, on peut bien, parce qu'il faut éviter de perdre de temps si en même temps, on peut bien définir ça comme ça. Donc, on ne veut pas changer le modèle de varogramme. Et ici, on a le choix entre l'approche de frequencies et le bayésien. Donc, je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser dans le suspense aussi, comme on dit souvent. Celui qui va tester le frequencies, il verra la différence entre quand j'utilise le frequencies et le bayésien. C'est décrit dans l'article aussi en même temps. En gros, je préfère le bayésien. C'est pourquoi dans la démonstration, je vais utiliser le bayésien. Et la fonction de variabilité spatiale que j'utilise, c'est le varogramme. Et le nombre de couches, minimum, euh, 3 couches au minimum, le nombre de couches maximum, 6 couches maximum. Nombre d'itérations, c'est le nombre de fois qu'on répète, par exemple, la simulation donne de la grille de simulation. On peut dire 3 fois, vu que le vagogramme ne change pas et que on utilise une approche bayésienne pour euh, on n'a pas besoin de beaucoup d'itérations. Voilà. Donc quand c'est fait, je vais sauvegarder ça aussi. Enregistrer. Voilà. Donc à ce niveau, je pense qu'on peut dire à ce niveau qu'on est prêt. Il y a encore peut-être 2 ou 3 choses dont on a besoin, mais a priori, on est prêt. OK. Quand on est prêt, on peut cliquer sur ce bouton pour commencer le calcul. Donc, on va choisir l'histogramme et on va choisir la configuration qu'on vient de sauvegarder. Ensuite, on va choisir la configuration du voisinage et on va donner un nom pour sauvegarder l'exécution de l'algorithme d'inversion. Et ça prend le temps que ça doit prendre, mais à la fin, on a un résultat qui est celui-ci. Ce résultat, donc désormais, vous pouvez l'exporter en cliquant sur ce bouton, choisissant ce dossier, et de, du profil. Ça, c'est profil 1. Du coup, les sections que vous avez vues auront le nom profil L1. Et ensuite, il y aura, je vais vous montrer, en fait, je vais vous montrer le nom. Pourquoi pas, allons-y. C'est dans Data, Release. Ok. Donc, je vais aller. On ira ici. Ta, 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 ta. Release. Donc voilà, on a L1. Ça, c'est le MLH. On a la bonne sup et on a la bonne mine. Et on a l'histogramme qu'on a enregistré tout à l'heure. Et on a les fichiers de configuration qu'on a sauvegardés tout à l'heure. Vous pouvez voir l'aperçu ici. J'ai pas besoin.
J'ai pas besoin d'ouvrir en fait. Voilà. Et une fois que c'est fait, hum, la suite c'est quoi? La suite c'est encore juste histoire de produire quelque chose qui peut être présentable pour un rapport. Si vous avez effectué une campagne de terrain et que vous avez des informations supplémentaires pour votre interprétation, ce qui devrait être le cas, vous pouvez exploiter ces informations-là ici, par exemple. La connaissance de la géologie de la zone peut vous aider à, ça peut vous aider à compléter cette partie-ci. Le nombre de couches, par exemple, vous pouvez définir ça pour chacune. Pour chaque couche, vous pouvez définir un pattern, ça dit quelque chose qui va vous permettre de représenter la couche sur votre pseudo-section. Ici, j'ai toute une panoplie, j'ai une très grande sélection, j'ai jusqu'à certains matériaux euh, particuliers que je peux choisir. Donc, par exemple, le premier, mon faible résistivité, on peut supposer que ce sont des argiles humides. Hum, Et on peut appeler ça couche 1. On peut choisir une couleur en particulier pour cette couche. La deuxième formation, la deuxième gamme de résistivité, on peut associer à un autre type de matériau. Je vais aller de façon aléatoire. Vraiment, ça dépend de... Oh non, il faut que je revienne là, j'ai quelque chose qui manque. Ici, j'ai dit que c'était les origines. Ok. Il faut pas oublier de cliquer sur ce bouton-ci pour ajouter la couche à la base de données qui est en arrière-plan dans le logiciel parce qu'après c'est ça que le logiciel utilise pour faire une mise à jour de notre écrit de simulation. Donc je vais passer à la seconde couche maintenant et je vais choisir, je sais pas ce que j'avais choisi, et je vais choisir sa couleur, disons jaune. Voilà, il y a cinq couches, on va essayer de faire ce qu'on peut pour avoir différentes couleurs. Et puis encore, je sauvegarde. Ensuite, je choisis 33. Voilà, je choisis une autre formation là. C'est pas vraiment... ok. Je pense que plus on augmente en termes de réactivité, normalement, plus je choisis des matériaux plus durs. Donc, ça va être compliqué de tenir. Parce que j'avais déjà choisi le granit à un moment donné. Donc voilà. De toutes les façons, allons-y. On va choisir autre chose. Voilà, on va choisir quelque chose comme ça. Je vais choisir une couleur ici. Je vais choisir le vert. Ok. Et là, j'enregistre. Quatrième couche, qui est censée encore être euh, résistivité plus grande. Je choisis ici sa couleur. Je choisis le rouge. Bon, c'est pas le rouge, rouge. Ok. Et on configure. Et la dernière couche, voilà. On va choisir autre chose, comme ceci. Et on va appeler ça couche 100. On va choisir aussi une couleur pour cette couche-là. Prenons un violet qui est foncé. Voilà. Et on sauvegarde. Donc, a priori, on a déjà les couches qui sont euh, configurées dans le logiciel en arrière-plan. Et ces couches-là sont déjà rattachées au profil qui a été importé en arrière-plan. Et le logiciel a un objet de type profil jeu électrique qui peut être sauvegardé et qui peut être réutilisé dans genre si on a besoin de réutiliser, est-ce que est-ce que dans cette version-ci, j'ai produit ce module-là? Ça, je ne pense pas. Ce n'est pas produit dans ce module-ci. Donc, très, très certainement, dans les prochaines versions dans la prochaine version qui sera disponible, ce module sera aussi disponible parce que il y a un objet en arrière-plan qui est objet profil jeu électrique. Et cet objet a plusieurs propriétés et ces différentes informations aussi font partie des propriétés de cet objet.
Donc, ça veut dire quand je connais, mais quand j'ai une idée de la géologie de la zone, je peux exploiter ça pour avoir une meilleure interprétation de mes profils. Dans tous les cas, quand tout est prêt, je clique sur Update et j'ai le nouveau profil. Donc, le nouveau profil vient avec sa légende ici, de ce côté. Et puis, ceci, c'est un format entre guillemets plus approprié pour les rapports. Quand je dis entre guillemets, c'est parce que ceci, c'est une démonstration. C'est pas vraiment. Il y a, il y a un peu, il y a un petit manque de réalité là derrière. Parce que voilà, je ne sais pas si la façon dont j'ai disposé les récipients avec les couches que j'ai choisies, ça a du sens. Mais si c'est pour juste une démonstration. Donc je pense que voilà, ça c'est la version qui est disponible en ligne et téléchargeable. Donc, n'hésitez pas à télécharger et à essayer. Il y a un formulaire en ligne sur le site. Quand vous essayez, si jamais vous avez un souci, une question, vous pouvez utiliser cette page pour entrer en contact avec nous. Vous laissez votre nom si vous voulez. Vous avez vu, c'est pas nécessaire, c'est pas obligé. Ça peut être anonyme. Par contre, votre email, bon. Oui, l'email c'est important parce que l'email c'est ça qui va nous permettre de vous recontacter si vous avez un souci avec le logiciel et qu'il faut par exemple vous assister et vous décrivez le souci que vous avez. De la même façon, vous pouvez utiliser cette page pour entrer en contact avec nous pour des besoins de collaboration. Si jamais vous avez une idée, nous sommes vraiment disposés à travailler avec vous pour développer cette idée-là. Pourquoi pas apporter un- une nouvelle application à notre logiciel. Donc, sur ce, je vous dis, je vous souhaite, euh, je vais dire quoi? Je vous dis à très bientôt sur une autre plateforme et je vous souhaite de profiter de l'application. Jusqu'ici, l'application est gratuite et je pense elle sera toujours gratuite en fait. Cette application est développée sur la base de la passion. Ceci, il y a beaucoup d'autres bons logiciels qui arrivent et qui ne seront pas nécessairement gratuits, mais Resume plus, c'est surtout le souvenir de l'étudiant qui était en master et qui était face à une situation où il avait besoin d'un plus que certains logiciels n'avaient pas à l'époque et il s'est dit voilà, il doit développer. Donc avec ça en tête, avec ça en esprit, j'aimerais bien que ce logiciel-ci soit toujours disponible gratuitement pour que si jamais un étudiant comme moi qui est en train de faire ses travaux a besoin de logiciel puisse avoir celui-ci de façon gratuite et une communauté qui est prête à travailler avec l'étudiant en question au cas où il y a un souci avec l'outil. Parce que parfois certains logiciels sont en ligne, mais s'il y a un souci, c'est pas facile de travailler avec l'équipe de développement pour répondre aux soucis de l'utilisateur. Donc voilà, j'espère entendre, j'espère recevoir et nous espérons recevoir une notification provenant des potentiels utilisateurs du logiciel. Ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.